Bonsoir et bienvenue dans le JT Sport. Une nouvelle fois retrouvez dans votre édition les plus belles images de sport du week-end en notre compagnie. Ce soir, sur notre plateau, le TC des Deux-Vallées qui organise la semaine prochaine le Masters, compétition regroupant les 7 meilleurs joueurs du département. Tirage au sort des matchs sur ce plateau dans une petite quinzaine de minutes. Auparavant, dans ce JT Sport, nous aurons développé l'actualité suivante. Le basket avec la rencontre au sommet du championnat de France de National 3. Le BC Saint-André-les-Vergers recevait Saint-Dizier avec recommandation de gagner face à un concurrent direct à l'accession. Badminton avec l'édition 2012 du tournoi européen de Troyes organisé par le PL, une compétition qui accueillit tout le week-end des joueurs de prestige. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du rugby avec nos amis de Saint-André qui, après leur défaite face au leader Gargenville la semaine dernière, c'est dimanche, c'est Neuilly-sur-Marne qui se rendait à Bianchi. Et puis comment ne pas débuter ce journal sans parler de l'élimination de l'Estac lors des 16e de finale de la Coupe de France hier, des Troyens qui ont quelque part choisi de privilégier le championnat en alignant une équipe très jeune. Mal leur en a pris avec cette défaite 1-0 ramenée du Gazélec d'Ajaccio. Le club au bois est donc éliminé de la Coupe de France. Dommage, car les joueurs de Jean-Marc Furlan avaient peut-être un coup à jouer dans cette compétition. En début de semaine, ils avaient plutôt bien négocié leur premier déplacement de l'année en championnat en ramenant une victoire 3-2 d'Angers. Pourtant, rien ne fut facile en Anjou, même si les Troyens menèrent rapidement dans la rencontre avec ce but de Sébastien Grax inscrit rapidement dans ce match à la 25e minute. Suivèrent ensuite des réalisations de Faussurier et de Mounir Obadi. Faussurier très actif lors de ce match puisqu'il marquera un but et il sera encore dans le coup pour ce but de Mounir Obadi. Vous allez voir une talonnade astucieuse pour la frappe ensuite de Mounir Obadi. En deuxième mi-temps, l'Estac doit néanmoins déchanter avec un retour du SCO d'Angers sur des coups francs de Gomez, occasionnant une déviation malencontreuse de Drouin dans ses filets. Et puis enfin, ce même Gomez qui enverra un coup franc dans la cage de Turamulien, mais ce sera insuffisant pour revenir à la hauteur de l'Estac qui remporte à cette occasion sa première victoire en déplacement. On écoute le coach de l'Estac à cette occasion, Jean-Marc Furlan. C'est notre première à l'extérieur. Après le premier match retour, on est très satisfait, surtout qu'il nous manquait de nombreux titulaires. Et il fallait savoir si dans ces matchs-là, on se rend compte si les jeunes joueurs issus du centre de formation sont capables de faire des performances. Mais voilà, on a au moins une réponse sur un match, on verra sur la suite. Voilà, parce qu'on est venu avec beaucoup de assez prudent et assez attentiste au départ pour jouer en contre, parce que on avait effectivement beaucoup de jeunes joueurs qui débutaient ce soir. Donc c'est une satisfaction pour le club, pour les gens qui font la formation chez nous. Canal 32 vous offre 6 places au Stade de l'Aube pour le prochain match de l'Estac contre Laval samedi à 14h30 au Stade de l'Aube. Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit d'envoyer le mot club au 71 003. 71 003, un tirage au sort désignera les gagnants parmi les participants. Bravo à Mickaël de Maïcan, notamment Fernando de Fouchères et Jean-Baptiste Desnaux qui ont gagné des places en jeu pour la rencontre contre Laval. Et c'est pour la rencontre contre Guingamp aujourd'hui, excusez-moi. Place au basket maintenant avec la rencontre choc du championnat de France de National 3 entre le BC Saint-André-les-Vergers, leader, et Saint-Dizier, second au classement à 1 point derrière. Autant dire quelle importance revêtait la rencontre de samedi soir au complexe Bianchi. Le résumé du match. Dans une salle bondée et surchauffée, les deux équipes sont forcément tendues. Bocolo lance bien son équipe, mais Saint-Dizier s'accroche et les deux formations sont au coude à coude tout au long de ce premier quart-temps. Les Haut-Marnais sont venus pour ramener une victoire et ils le montrent avec des arguments offensifs. Les Aubois ne lâchent rien, l'image de Cog, auteur d'un panier à 3 points au buzzer à la fin du premier quart-temps. C'est le panier de l'égalisation, 18-18. Dans ce deuxième quart-temps, les Dria prennent beaucoup de paniers sur jeu rapide et sont surtout très inefficaces au lancer franc, 5 sur 13 à la mi-temps. Les joueurs d'Olivier Perrin concluent toutefois mieux cette période en menant d'un petit point, 37-36. La suite de la rencontre verra une équipe de Saint-André très gênée par une défense zone presse très haute. Les partenaires d'Harry Danin ne trouvent pas les solutions et se retrouvent distancés
au score. Sur la zone presse, là, on n'a pas réussi on était un peu timide là-dessus et ça nous a joué les tours. À 7 minutes de la fin, Saint-Dizier est en tête avec 12 points d'avance et cela ne va pas en s'arrangeant car les Hauts-Marnais, en confiance, dominent les Dria au rebond ainsi qu'à l'adresse extérieure. Cependant, Benabidi décide de relancer sa formation à 4 minutes de la fin en marquant 5 points d'affilée. Mais les Bragards sont décidément trop forts et avec 10 points de suite, ils finissent par faire plier le BCSA 80-68. Ouais, on grille un joker. De toute façon, on sait très bien que la saison est encore longue, il reste encore beaucoup de matchs. Donc on grille un joker. Disons que c'est un peu dommage, c'est surtout qu'en gagnant ce soir, on aurait été vraiment tranquille. On aurait pu aborder les matchs futurs comme avec plus de sérénité. Là, voilà, on va à Récif, il faut se remettre, il faut se remotiver. Ça va être une autre partie de plaisir aussi à Récif, je pense que ça va être encore plus difficile. Donc voilà, maintenant c'est vrai que ce soir, je pense qu'il faut aussi reconnaître que Saint-Dizier, c'est quand même un gros morceau de la poule. Je veux dire, on le sait. C'est une équipe qui veut monter, qui veut monter, qui a les moyens pour arriver à ses fins. Donc bon, il ne faut quand même pas oublier non plus que l'adversaire était de taille. Avec un piteux 9 sur 22 au lancer franc, le BCSA ne pouvait pas espérer grand-chose dans une rencontre plutôt bien négociée par Saint-Dizier. Néanmoins, les Dria n'ont pas tout perdu dans cette histoire puisqu'ils conservent le goal average particulier sur les Hauts-Marnais en cas d'égalité finale. Et justement, on le constate en regardant les résultats préparés par Cécile Riche pour voir que dans le même temps, Récy-Saint-Martin est allé s'imposer à Marne-la-Vallée, ce qui relance le championnat. Gries-Oberhofen, en revanche, s'était battu par Jeuf, 74-56 au classement. Saint-André est toujours en tête grâce au goal average, mais la marge se réduit pour les hommes d'Olivier Perrin. Les filles de Ludovic Le Tenant, en revanche, pas de soucis puisqu'il y a eu victoire au Hainaut, 75-44. Culose n'a pas eu de soucis pour écarter Charleville-Mézières, 80-62. Pas de problème non plus pour Roanne au Creusot, 73-61. Au classement, Sainte-Savine est toujours en tête, un point d'avance sur Culose et Roanne. Là, en revanche, il y a des jokers encore pour Sainte-Savine. Ce week-end à Troyes s'ouvrait la 3e édition du tournoi européen de badminton regroupant la crème du volant, avec notamment la présence du numéro 1 français de la discipline, Brice Leverdez. Reportage. Évidemment, pour beaucoup de badeurs, le week-end a forcément été propice pour parler volant, raquette ou cordage. Plus de 300 concurrents présents sur 2 sites, le COSEC 3, bien sûr, lieu de rassemblement obligé pour les joueurs du PL3, mais aussi le gymnase GAN nécessaire pour pouvoir faire jouer toutes les rencontres. Une formule qui marche toujours puisque la compétition attire du monde donc, mais aussi beaucoup de bons compétiteurs, notamment chez les élites. La première année, on avait déjà un beau tournoi élite. La seconde année, on a eu la malchance de faire notre tournoi en même temps que le tournoi de Issy-les-Moulineaux, donc on n'a pas eu suffisamment d'élites pour ouvrir le tableau. Et cette année, effectivement, on a un tournoi exceptionnel en nombre de participants et en qualité. Un tournoi européen qui n'en est plus vraiment un, puisque les Allemands n'ont pas répondu à l'appel comme l'an dernier. Il n'y avait donc aucun continental pour jouer le titre cette année. Cette année, là par contre, on est mal tombé au niveau du calendrier. Eux, les Allemands avaient une journée en régional, je crois. Donc ils n'ont pas pu faire le déplacement. Ils le regrettaient et nous aussi. Donc le seul petit bémol, c'est la non-présence de nos compatriotes allemands. En revanche, le tournoi s'était doté d'une tête d'affiche sur mesure avec la venue du numéro 1 français, Brice Leverdez. Un nom qui ne vous dit pas forcément grand-chose, mais au vu du jeu développé ce week-end, le joueur aux chaussures jaunes mérite son titre. J'ai choisi 3 parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de compétition internationale et du coup je voulais me remettre un peu dans le bain. La semaine dernière j'ai fait une compétition à Angers et là je fais 3 mais pas en simple ce coup-là. Parce que j'ai déjà fait la semaine dernière en simple, j'ai pas besoin de faire trop de compétitions, surtout dans les compétitions françaises il y a trop de matchs. Donc voilà, du double un peu pour jouer et aussi pour les sols, parce que je suis venu avec ma fiancée et du coup elle voulait voir un peu ce que c'était et j'espère qu'on aura le temps d'y aller aujourd'hui. Qu'on ne s'y trompe pas, même si Brice Leverdez était aussi venu pour faire les soldes, il en a aussi profité pour gagner le tournoi et pas le genre de victoire au rabais. Victoire donc en double homme et en double mixte pour Leverdez, alors qu'en simple homme, c'est Françoise d'Aix-en-Provence qui s'est imposée. En simple femme, Salakjit d'Aulnay-sous-Bois a été la plus forte.
On regarde les résultats de handball, notamment la Nationale 2 féminine Sainte-Maure 3 qui a enchaîné par une victoire à domicile 36-22 face à Hochfelden d'Ettwiller. Dans le même temps, le duel de haut de tableau entre Montargis et Palan-Torchamps a tourné à l'avantage de Palan-Torchamps pour un petit but, ce qui permet donc au classement, non pas à Sainte-Savine puisqu'on l'a vu tout à l'heure est déjà en tête, mais à Sainte-Maure 3 de conforter donc sa place de numéro 1 au classement avec un point d'avance sur Palan-Torchamps et 3 sur Montargis. On regarde donc la première place méritée de Sainte-Maure 3. En National 3 de handball féminin, Rosières-Saint-Julien a connu un revers à Colmar, 32-26. Revers aussi pour Yutz face à Jarville. Et en revanche, Reims a été accroché sur son parquet par Villemomble, 29 partout au classement. Rosières-Saint-Julien repousse donc à la 7e position avec 23 points. Pour les garçons, le derby donc au bois a tourné à l'avantage de l'Étac logiquement, 39-26. Dans le même temps, Franconville a battu Florange 45-21 et la Terrouane s'est imposée sans problème à Sedan 35-14 au classement. Pas de souci pour la Terrouane, 3 points d'avance sur Franconville. L'Étac remonte en 5e position, 27 points. Le Savino-Chaplin en revanche dégringole de plus en plus au classement. Et puis enfin pour clore cette actualité du week-end, revenons sur la rencontre de rugby qui a opposé Saint-André à Neuilly-sur-Marne dimanche. Un match important pour les Drillas puisqu'à cette occasion, les joueurs de Rémi Dangon avaient l'opportunité de distancer des concurrents directs au maintien. C'est Exidor, le demi d'ouverture adverse, qui a l'honneur d'ouvrir le score par une pénalité dès la 4e minute. Les Drillas s'en inspirent en occupant territorialement le camp francilien. Une domination stérile puisque les Aubois accumulent les approximations dans leur passe. Les hommes du président Vino multiplient les tentatives d'essai, mais à chaque fois, un en avant vient gâcher le dernier geste. Les partenaires de François Rocheteau vont toutefois trouver l'ouverture à la 25e minute. Daou parvient à s'extirper pour aplatir derrière la ligne. 5-3 pour le RCSA. Ça a effectivement buté sur leur défense depuis 10 bonnes minutes, 15 bonnes minutes, mêlée, pénalité, sans arrêt. Finalement, on a réussi grâce à un travail collectif. Moi, je suis à 1 mètre de la ligne, je vois un trou, hop, je plonge. Malheureusement, Neuilly va être froid de réalisme puisque sur leur 2e incursion, ils obtiennent une pénalité qu'ils transforment toujours par Texidor peu avant la demi-heure de jeu. Rodriguez n'est pas en reste de son côté puisqu'à 4 minutes de la mi-temps, il ajoute 3 points au compteur du RCSA, 8-6. Texidor qui aura finalement le dernier mot dans cette première mi-temps puisque juste avant la sirène, il botte une nouvelle pénalité permettant à son équipe de passer devant au score 8-9. On a sûrement dû jouer du trombone à la pause dans les oreilles d'Riyad car 4 minutes après la reprise, sur une pénale touche, la cocotte du RCSA emporte tout sur son passage et envoie de nouveau Daou derrière la ligne. 13-9 et même si la transformation est de nouveau ratée, on joue de manière plus libre du côté Aubois. Ils sont récompensés, les hommes du président Vino, à 8 minutes de la fin par un essai de pénalité sanctionnant justement une équipe de Neuilly déjà réduite à 14. Le RCSA relève la tête, 18-9. Ça n'arrive pas comme ça tout cuit, il faut vraiment les user pendant 30-40 minutes pour qu'ils arrivent à lâcher un peu de prise et qu'il y ait un petit peu d'intervalle et qu'on puisse aller marquer des essais, quoi. Voilà, c'est comme ça. En marquant 3 essais, les Drillas ont obtenu un bonus important pour la course au maintien, même si le championnat est loin d'être terminé. Justement, faisons le point avec ces résultats pour voir que Romilly, de son côté, s'est imposé sans problème face à Stein, 13-0. Gargenville n'a connu aucun problème pour battre Nanterre, 36-0. Plessis-Robinson, lui, a disposé de Pinay-sur-Orge, 20-0. Au classement, Gargenville largement en tête. Il n'y a pas de souci pour la division d'honneur. En revanche, Romilly, il n'y a pas de souci non plus, mais c'est Saint-André qui va devoir cravacher jusqu'au bout pour obtenir son maintien. On passe à nos invités d'aujourd'hui, le tennis club des Deux-Vallées qui organise la semaine prochaine, le week-end prochain pour être précis, le Masters. A priori, ça ne veut pas dire grand-chose le Masters, mais ça ressemble beaucoup au Masters qu'organise l'ATP notamment. Bonsoir messieurs, excusez-moi. Bonsoir. Alors c'est vrai que c'est calqué plus ou moins sur la compétition qui existe déjà, les Masters qui sont organisés dans des lieux différents, Shanghai, Londres. C'est exactement ça. Tout à fait.
Ouais. On a essayé de regrouper donc tous les meilleurs joueurs du département, les 8 meilleurs joueurs du département. Oui. Et donc on organisera donc le week-end du 28 et 29 janvier ce rassemblement avec 7 joueurs parmi les 11 meilleurs joueurs du département qui ont pu être présents pour le week-end prochain. Comment vous est venue cette idée? Donc, Nicolas peut-être. C'est une idée, si vous voulez, on était en train lors d'une réunion mensuelle, il y avait nos terrains de tennis étaient en construction, et puis il y a Cyril qui a dit tiens, on va avoir des beaux terrains couverts et faut qu'on fasse quelque chose. Faut le mettre en valeur. Et il a dit on devrait organiser un master. Effectivement, comme à Shanghai, mais bon, on n'a pas la même prétention, mais on s'est dit, voilà, il faut faire quelque chose sur le site de Buchères. Ah, d'accord. Alors, à l'origine, c'était les 11 meilleurs joueurs du département qui devaient se réunir. Malheureusement, il y a eu quelques désistements. Blessures ou des tournois. On a entre autres le tournoi de Remilly qui se termine ce week-end. Qui fait concurrence, ouais. Mais bon, on va réussir quand même à avoir 7 joueurs de très bon niveau, des deuxièmes séries, du classement quand même 3-6 jusqu'à 4-6, et on va avoir de très beaux matchs. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière fois que vous êtes venu sur Canal 32, c'était justement pour parler de ces cours couverts. Et ils n'étaient pas encore construits, maintenant ils le sont. On va pouvoir enfin découvrir à quoi ressemblent ces cours donc, installés à Buchères ou à Bréviande? À Buchères, c'est à Buchères. Les deux vallées, ça regroupe le club de tennis de Buchères-Verrières. Oui. Le club de Verrières. Hein. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle les deux vallées, parce qu'il fallait donner un nom pour l'association de deux communes. Et Verrières, le maire de Verrières voulait qu'on mette Verrières en premier, Buchères après, le maire de Buchères voulait l'inverse. Et puis on s'est dit, tiens, il y a une rivière qui passe à Verrières, qui est la Seine, et à Buchères, une autre rivière qui s'appelle le Zin. Pourquoi on n'appelle pas ça les deux vallées? Et c'est partout comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, donc ce master commence samedi, non pas vendredi? Non, puisqu'à l'origine, vous vouliez après-midi. Oui, c'est ça. Si on avait eu les 11 joueurs, on aurait démarré le tournoi le vendredi soir. Oui. On a 7 joueurs, donc on va démarrer aux alentours de 14h les premières rencontres. Les joueurs, ils ont été emballés par ce système Tous. On a vraiment les premiers contacts ont été très positifs. Ensuite, après, il faut trouver une date qui correspond quand même aux activités de chacun. Donc ça, c'était la grosse difficulté, mais tout le monde était vraiment très intéressé. Ouais. D'accord. Alors, on va regrouper pêle-mêle des joueurs de la SPTD 3 qu'on voit en image, là, comme Bertrand Bisserrier. On a vu précédemment Fabrice Tacussel. On a pu aussi entendre parler des joueurs de Romilly. Jérôme Dermoncir. Jérôme Dermoncir qui ne peut pas être là ce soir, qui est le chroniqueur tennis, on le connaît bien ici. Du TCT aussi. Constantin. François Constantin, Marc Goussin de la SPTT également. Oui. Et Patrick Trajeski du foyer Barcy-Canet. Alors ce qui est intéressant dans cette compétition, c'est qu'ils sont à peu près tous, à une exception près, ils sont tous de même valeur, ils ont tous le même classement presque. Ça joue dans un mouchoir de poche. Les 5 autres sont de même niveau. Oui, parce que malheureusement Sébastien Mouilleron, le leader du département avec Jordi Mollet, les deux ne seront pas là, alors que c'est les deux meilleurs classements. Donc du coup, ça va resserrer un petit peu et ça va... C'était notre espoir au début d'avoir les deux meilleurs du département, les deux têtes de série, ma foi... Le sort, on a décidé autrement. Et comme dit Nicolas, il est très difficile de trouver un calendrier sans avoir de concurrence. Effectivement, c'est le tournoi de Romilly qui nous gêne. Enfin, qui nous gêne. Il ne nous gêne pas. Qui le prend aussi. Et... Alors, vous n'aviez pas effectué de tirage au sort jusqu'à maintenant. Non. On va profiter de cette émission pour le faire. On va appeler une main innocente, en l'occurrence Emma, qui va donc nous rejoindre sur le plateau. Alors, on va faire une petite... la main innocente, il y aura 2 mains innocentes, parce que je vais tirer les deux têtes de série. Les 2 têtes de série. C'est moi qui vais les tirer. D'accord. Et puis après, la main innocente va tirer le reste. D'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous propose de tirer la première boule. Alors, on va savoir enfin qui est sur le tableau. Série numéro 1. Qui a eu l'honneur d'être tiré par la main de Marcel Gamon? C'était Bertrand Bisserrier. Bertrand Bisserrier qui inaugure le tableau. On va la montrer à la caméra. Voilà. Qui est de classement 3-6. Bertrand Bisserrier. Voilà. De la SPTD 3. Et qui va tomber contre... Non, il ne va pas tomber contre eux là. D'accord. Normalement, eux deux ne peuvent se rencontrer qu'en finale. D'accord. Voilà. Donc la deuxième tête de série. Voilà. C'est très bien parce que c'est Fabrice Tacussel. On en parlait il y a quelques instants de l'ASPTD 3. Voilà. Ils se connaissent bien puisqu'ils jouent ensemble en National 4. Ils sont partenaires donc.
Voilà, tête de série. Il fallait le reste du tableau. Emma qui va sortir donc. Tu l'ouvres et il lui donne le ticket. Voilà. Donc. Alors, la prochaine boule. Prochaine boule, donc ça sera Fabrice Tacussel contre Patrick Trajeski. Alors, voilà. Alors, Fabrice Tacussel, qui va tomber contre Patrick Trajeski de Bar-sur-Seine au classement 4-6, je crois. Ouais, 4-6. 4-6. Voilà, la prochaine boule. Ils sont tous 4-6. Ils sont tous 4-6. Voilà. Au moins, ça règle le problème. Le prochain tirage. Jérôme Dermoncir. Jérôme Dermoncir, le professeur de tennis de Romilly, 4-6 lui aussi. Alors, il va tomber sur le suivant. Contre la boule qu'a entre les mains Emma. Alors Emma, est-ce qu'elle va faire un cadeau à Jérôme? Contre Marc Goussin. Marc Goussin, SPD3, qui voulait un tirage, je l'ai eu au téléphone juste avant l'émission, il voulait un bon tirage. Et il rencontrera donc Jérôme Dermoncir dans un match qu'on imagine très serré. Donc le dernier match. Stéphane Bourlet. Voilà. Aussi du RS10, classement 4-6. Stéphane Bourlet qui affrontera fatalement François Constantin du Romilly Sport 10. Voilà, c'est un choc Romillon. Voilà. Et donc, Constantin ou Bourlet affronteront Bertrand Bisserier lors des demi-finales. Voilà, le tirage au sort est effectué. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de ce tirage? Marcel? C'est pas mal du tout, bien sûr. C'est un peu dommage que ce soit des joueurs de même club qui se retrouvent un peu, mais enfin, nous n'avons pas beaucoup le choix avec le département de l'Aube. Vous sortez Romilly, vous sortez le 3, le tennis club, la SPTT, et vous avez pratiquement toutes les secondes séries. D'accord. Alors on rappelle pour le tableau, donc, avec Fabrice Tacussel de la SPTT 3 qui affrontera Patrick Trajeski de Bar-sur-Seine, Jérôme Dermoncir du Romilly Sport 10 qui affrontera Marc Goussin de la SPTT 3, Bourlet de Romilly et qui affrontera François Constantin, lui aussi de Romilly, et enfin la tête de série 3-6, Bertrand Bisserier, donc au classement protégé, rencontrera, lui il est déjà qualifié pour les demi-finales, il affrontera le vainqueur donc du match Bourlet-Constantin. Merci messieurs d'être venus faire la promotion de ce Masters qu'on imagine donc être un beau succès, puisque on espère qu'il y aura du monde samedi après-midi et dimanche. Voilà, pour plus de précision, il y a possibilité d'aller sur le web avec tc2valais.com avec toutes les informations concernant le tournoi. Sinon, la salle donc est ouverte à partir de 14h, je crois. 14h samedi, oui. Pour aller voir le premier match qui sera en l'occurrence. Donc les horaires de planning seront faits en fonction des disponibilités des joueurs. D'accord. On va s'arranger. Rien n'est établi pour le moment. C'est-à-dire, il y aura des matchs dès 14h, mais on ne sait pas lesquels. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Avant de se quitter, je vous propose de découvrir la seule et unique recrue de l'Estac lors de ce mercato d'hiver. Il s'agit d'un joueur australien, Andreas Govas, arrivé tout droit du championnat grec dans le club de Kavala. C'est Pierre Ducrot, l'ancien milieu de terrain du PSG, qui l'a orienté vers le club troyen où il entend bien s'imposer. Pour trouver la trace d'un joueur australien à l'Estac, il faut remonter au début des années 2000 avec la présence d'un milieu de terrain, Nick Carl, recruté à l'époque par Alain Perrin. Andreas Govas a le même poste que son compatriote Wallaby, mais la comparaison s'arrête là. Âgé de 22 ans, le néo-pro troyen d'origine grecque a une culture footballistique européenne qui lui est transmise par son père, ancien footballeur professionnel. My father was a football player. Mon père a joué en deuxième division grecque, il voulait donc que l'on devienne footballeur. Mon frère, plus âgé, est devenu footballeur, alors mon père et lui m'ont donc encouragé encore plus à devenir moi aussi footballeur. Ils m'emmenaient au match, ils étaient à tous les entraînements, ils me faisaient tirer au but. Né à Melbourne et ayant effectué toute sa formation au pays des kangourous, Andreas a dû ensuite migrer sur la terre de ses ancêtres pour évoluer dans le monde professionnel trop peu présent en Australie. À son arrivée en France l'automne dernier, le jeune a été positivement charmé par ce nouveau paysage. France is a very beautiful country.
when I came. La France est vraiment un beau pays. Quand je suis venu sur la route de Paris à Troyes, je n'en croyais pas mes yeux. Il y a des fermes, des villages, tout était tellement beau. Le staff, l'équipe et les gens ont été très gentils. Je me plais beaucoup ici. Andreas s'est parfaitement intégré au collectif troyen. Il progresse petit à petit dans l'apprentissage du français. Dans la vie de tous les jours, c'est autre chose. Il a dû effectivement faire face à une différence de climat inhabituelle pour lui. C'est vrai que j'ai du mal à m'habituer aux conditions climatiques. Je suis arrivé en retard une fois à l'entraînement car j'ai dû gratter mes vitres à cause du gel. Je ne connaissais pas ça. Dimanche dernier, le Gréco-Australien a effectué ses premiers pas en réserve sous les couleurs de l'Estac. Une prestation qui lui a valu une première blessure. Cela fait partie de l'apprentissage du football français. Juste avant de se quitter, je me permets de souhaiter un joyeux anniversaire à Annabelle ainsi qu'à tous les gens qui sont nés un 23 janvier comme Eloge Nzayem-Issi, le capitaine de l'Estac. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt. Au revoir.